Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est pas l'heure. L'heure, c'est l'heure, mesdames, messieurs. C'est un bonheur de vous retrouver pour cette dernière sortie de la semaine. Comme habituellement, on aura l'occasion encore d'aborder des sujets qui nous concernent. La bonne nouvelle depuis la fin, le début de cette semaine, c'est que la dot a désormais un statut judiciaire officiel au Cameroun. La dot est donc reconnue. On va à l'entame de cette émission en faire notre mise en bouche. Qu'est-ce que cela peut représenter désormais pour les couples qui vivent en concubinage ou pour ceux-là qui ont pris l'habitude de jouer avec ce moment traditionnel en Afrique et surtout au Cameroun. On parlera également des whisky en sachet qui semblent avoir la peau dure pour ce qui est de la vente dans l'ensemble du triangle national annoncé pour être enlevé du circuit commercial au Cameroun. Les whisky en sachet ont la peau dure et pourtant sur le plan sanitaire, les risques et les conséquences de la consommation de ces whisky en sachet se fait constater chaque jour. Et bien sûr, en troisième arrêt, il est question de parler encore du tribalisme. Hier, on a parlé de patriotisme, on a parlé des discours de haine. Le tribalisme n'est pas loin de ces sujets qui font couler beaucoup d'encre et de salive au Cameroun depuis quelque temps. Est-ce que finalement, on peut confirmer que le tribalisme est effectif au Cameroun ou ça reste une utopie ou simplement l'esprit tordu de certaines personnes qui imposent cette réalité aux Camerounais? La question ou les questions, on se les pose et avec le panel, on va essayer d'apporter des éléments de réponse. Je vous propose de vous installer confortablement juste le temps d'un détour et puis on dit bonsoir à ceux de nos panélistes qui sont déjà bien installés. Le code d'accès resté demeure lui-même, le 699 13 50 75. Par SMS ou par WhatsApp, vous faites bien de contribuer tout au long de cette émission. N'hésitez surtout pas, peu importe où vous vous trouvez en ce moment, au Cameroun ou hors de nos frontières. Cette émission, elle est pour vous. Et bien sûr, votre participation nous va droit au cœur. Une fois que je l'ai dit, je vais dire bonsoir au docteur Joël Limi qui est avec nous sur ce plateau. Pour les téléspectateurs, je tiens à le rappeler, internationaliste et c'est toujours un plaisir de l'accueillir. Bienvenue. Merci Madame Guesselet pour cette invitation. C'est le baptême de feu. Je suis très content de vous avoir suivi ici après la longue aventure que nous avons eue de l'autre côté. Je salue les copanélistes et je salue les téléspectateurs. Merci une fois de plus d'avoir accepté promptement d'être avec nous ce soir. Lui, il est le secrétaire général du CAC, citoyen actif du Cameroun. Il est également sur ce plateau. Henri Oscar Menguidi, bonsoir. Bonsoir Rosalie, bonsoir à mes co-discutants. Bonsoir aux citoyens camerounais et particulièrement aux citoyens actifs du Cameroun et singulièrement aux populations, vaillantes populations de mon petit village Kolbega, quelque part dans l'Aleki et précisément au Kola. Bonne année en avance à tout ce beau monde-là. Merci également d'être là et puis on va accueillir Anissé Noah sur ce plateau. Il est analyste sociopolitique. Merci une fois de plus d'être là ce soir. Bienvenue. Merci Rosa. Je vais dire bonsoir à mes co-discutants et bonsoir à nos milliers de téléspectateurs qui nous font l'honneur et le plaisir de nous regarder à chaque fois qu'on se réunit pour discuter des sujets qui préoccupent ou alors des sujets d'actualité. Voilà, toujours attendu sur ce plateau, Fatimatou Mpabi, bien sûr, qui sera la voix du RDPC, et Jean-Paul Baïa, qui également est en train de rallier ce plateau. Nous, on va commencer avec cette mise en bouche qui fait sourire depuis quelques heures déjà, Anissé Noah, surtout les femmes qui étaient un tout petit peu victimes des effets de cette dot au Cameroun. Il y en a qui avait l'impression, en fait la société avait l'impression désormais que ça comptait pas, que c'était pris avec beaucoup de banalité. On allait doter 1, 2, 3 filles et puis on n'en épousait aucune. Et cette situation devenait un peu un rituel au Cameroun. C'est une bonne nouvelle qui arrive là. Oui, c'est une bonne nouvelle. Vous savez, on dit généralement que la coutume est une source de droit. Et cela dit que les faits coutumiers peuvent être reconnus par les juridictions compétentes. Et vous avez, à travers le pays, vous avez même des
tribunaux coutumiers dont les décisions sont parfois reconnues par les tribunaux conventionnels. Pour revenir à votre question, c'est une bonne nouvelle parce que vous savez, en Afrique, généralement, le mariage commence par la cérémonie traditionnelle ou alors la cérémonie dite de dot. Parce que après la dot, vous allez donc généralement à la mairie et pour certains à l'église. Mais il se posait un problème, c'est que certains qui n'avaient fait que l'étape de la dot et qui peut-être au moment du décès, la dame n'était pas reconnue par la famille parce que, disait-on, elle n'a pas été épousée, c'est-à-dire à la mairie pour parler de manière prosaïque. Donc avec cette disposition légale qui vient donc reconnaître le mariage coutumier, je pense que c'est une avancée dans le processus, sur le processus du mariage et même au-delà du processus du mariage, parce que vous savez, c'est vrai que pardon, c'est vrai qu'on dit généralement que c'est la mort qui arrête ou alors c'est la mort qui met fin à un mariage. Mais au-delà du fait qu'un des conjoints décède, il y a également la succession qui peut s'entraîner, c'est-à-dire avec les premiers ayants droit de la succession, c'est les enfants. Donc si une dame a des enfants avec un homme, même si il décède, je pense que on n'aura plus beaucoup de personnes qui diront que non, elle n'était pas mariée à cet homme-là. C'est d'autant plus que les enfants, s'ils sont légalement reconnus, pourront jouir des biens de leur papa. Donc je pense que c'est une avancée, comme je l'ai dit tantôt. Henri Oscar Menguidi, on rappelle pour les téléspectateurs à titre d'information que c'est le 23 décembre dernier que l'Assemblée nationale du Cameroun a donc adopté la loi numéro 2024/016 conférant une reconnaissance juridique au mariage coutumier qui jusqu'ici était aléatoire, facultatif, je préfère l'expression facultatif pour ceux qui voulaient se marier. On se mariait, on passait pas par la dot, c'était pas grand chose. Une information diversement appréciée parce qu'il y a des hommes, contrairement à M. Noah, qui ont la sensation aujourd'hui qu'ils vont devoir à tout prix payer cette dot, ce qui ne fait pas toujours plaisir aussi. Vous êtes en train de relever là, Rosalie, le caractère obligatoire de la dot désormais. C'est ce que je crois comprendre dans l'interprétation que vous faites de la loi. Mais moi, j'ai envie de dire que, en dehors du fait, justement, qu'a relevé le docteur Noah tout à l'heure, il n'y a rien de... Anissé Noah, au-delà de ce que Anissé Noah, a relevé tout à l'heure, il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. Sauf que africain, je le suis, et en tant qu'Africain, pour tout Africain qui se respecte, le vrai mariage, c'est la dot. En fait, c'est même ça le mariage. C'est la dot qui est le moment privilégié. Il faut dire qu'avant la dot, il y a ce qu'on appelle communément le toqué-porte. Où justement le garçon va dans sa belle famille pour essayer de s'enquérir de toutes les dispositions requises pour venir prendre officiellement sa femme. Et la prise officielle de sa femme se passe, on dit sa femme, déjà au moment où il l'a dotée. Donc c'est ça en fait le vrai mariage. Maintenant la colonisation administrative et religieuse nous a amené la mairie et puis nous a amené l'église. Mais dans nos familles, pour arriver déjà à la mairie ou à l'église, il faut nécessairement passer par la dot. Ça veut dire que subtilement, la dot a un certain caractère obligatoire. Et donc pour moi, en africain, je trouve que c'est normal. Et vous avez, quand un homme est déjà allé prendre femme, est déjà allé doter, on dit officiellement, c'est sa femme. C'est sa femme et celle-ci souffrait peut-être du fait qu'après la dot, il y a certains qui mettaient 10 ans, 20 ans, et puis du jour au lendemain, ils pensaient pouvoir répudier les femmes. Et c'est à ce niveau-là que c'est suffisamment intéressant. L'autre fait qui est intéressant, c'est que les belles familles ne vont plus, j'ai envie de dire ça prosaïquement, ne vont plus manger les dots
Puisqu'on a précisé quand même qu'une seule dot Voilà. est légalement reconnue. Une seule dot est légalement. Ça veut dire qu'avant d'aller doter une première, on va bien réfléchir. Oui, désormais. avant d'aller prendre... Non, quand on va doter une femme, on a plus ou moins bien réfléchi. Mais maintenant, avant, si le mariage est dissous, si la famille va accepter une seconde dot, il faudrait bien que la première dot soit remboursée. Dans les familles, c'est comme ça que ça se passe. Sauf que jusque-là, ce n'était pas suffisamment, il n'y avait pas un point d'ancrage sur cet aspect-là. Je pense que désormais, quand une femme décide, une femme qui a été dotée, décide par exemple de partir de ce mariage parce qu'elle est déjà dans un mariage, quand elle décide de partir, si elle veut aller dans une autre union, il faudrait bien que le nouveau prétendant rembourse la dot du premier, et donc la famille va se retrouver sans rien parce que cette dot-là va directement aller chez le premier conjoint. Le premier conjoint, et donc la famille ne peut pas manger deux dots de manière consécutive sans qu'il y ait une quelconque incidence. Donc, bravo aux législateurs camerounais pour ces précisions qui sont réellement des avancées dans la considération de la cellule familiale qu'est la famille. Donc, on espère... Donc, vous applaudissez des 10 doigts. Oui, j'applaudis. Cette décision. Cette décision, cette loi ne vient que confirmer ou alors évoluer dans un certain nombre de considérations dans la constitution de la famille africaine. Donc, il y a quand même, ouais. Pour moi, traditionnaliste comme je le suis, je ne peux qu'applaudir et dire que c'est une avancée. Docteur Lemay, il y a quand même un petit point qui fait un peu discuter. C'est le fait qu'on ait décidé quand même, hein, c'est vrai qu'à la base, on dit qu'on offre une protection renforcée aux couples unis. Mais on rappelle quand même qu'il est conseillé aux couples qui veulent se marier désormais d'aller prendre des conditions de cette union, de ce mariage coutumier. Ça veut dire que ça ne se fera plus simplement comme avant, deux familles qui s'asseyent et puis on valide. Il y a maintenant un côté administratif. C'est marque la protection des droits de la femme. Nous savons que l'État du Cameroun a ratifié un certain nombre de conventions, celle de Beijing, le protocole de Maputo de 2003 relatif aux droits des femmes, qui fait en sorte que la dot en réalité puisse être un moment à partir duquel on doit assigner ou octroyer un certain nombre de droits ou des droits à la femme. Et elle doit être considérée à partir de là comme épouse, ce qui fait que les conséquences juridiques et relatives vont changer parce que avant cette loi de 2024, 23 décembre, l'ordonnance de 81, modifiée le 6 mai 2011, voulait que si vous l'avez doté la femme et que vous n'êtes pas allé devant l'officier d'état civil, ce mariage n'existe pas encore. Ce mariage n'existe pas encore. Conséquence, la dame ne peut pas réclamer les droits en termes d'usufruitière. Elle ne peut espérer, elle ne peut rien espérer. Seuls les enfants reconnus avaient la capacité de bénéficier de la réserve héréditaire et de tout ce que le droit prévoit. Mais aujourd'hui, avec cette loi du 23 décembre 2024, nous pouvons dire que le législateur, non seulement a tropicalisé le lien matrimonial, a protégé la femme, mais a véritablement fait respecter le principe du pluralisme juridique. Et ce qui est une bonne nouvelle, Fadimatou Mpabé, merci de nous retrouver. Nous sommes en train d'échanger autour de cette mise en bouche qui est une nouvelle applaudie par les femmes. Mais on sait quand même que désormais, il n'est plus question d'être doté et redoté sans avoir préalablement annulé la première dot. Du coup, les familles ne pourront plus manger la dot de 10 hommes sur une belle femme comme vous. Mais là, c'est une dot et puis on passe à autre chose. Il y a beaucoup de familles qui sont en train de grincer des dents en ce moment aussi. Hein. Bonsoir Rosalie, bonsoir aux copénolistes, bonsoir aux nombreux téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être sur ces plateaux, surtout avec cette histoire de droit de la famille, une nouvelle loi sur... Il faut le rappeler, hein, c'est pas une nouvelle loi, c'est juste que c'est la transcription qui a changé, parce que le mariage coutumier était déjà reconnu depuis. Et que maintenant on veut passer, le législateur a voulu aider les femmes dans ce sens. Est-ce que moi, vous serez surpris, ma Rosalie, parce que je pense qu'ils ne nous ont pas beaucoup aidés, nous les femmes. Voilà.
Donc, enfin, une qui a quand même compris, hein, parce voilà. que c'est la sensation que j'ai eue. Moi, mais comme je ne suis pas parmi les tout à fait. On a dit, plus de vient, on reste. Plus de vient, on reste. Mais comment? Il faut rembourser la dot. La dot est remboursable. Il ne nous aide pas beaucoup. Quelqu'un peut venir, tu peux travailler chez lui, tu fais même des enfants, et puis on vient te dire, viens rembourser la dot. Ça, je dis non. Je ne suis pas féministe, entre guillemets, mais je dis non. Deuxièmement, on dit, ça vaut acte de mariage. Ça veut dire, nul n'est à l'abri. Tout homme est désormais polygame. Ouais. Tout homme, il faut que les femmes sachent que tout homme est désormais polygame. Si tu penses que tu as un mariage monogamique et que l'autre de dehors est seulement allé donner les chèvres quelque part, ça veut dire que elle aussi, elle a le même titre que toi. Désormais, plus de monogamie. C'est la polygamie ouverte et officielle. À ça, mes sœurs, attachez vos ceintures, on va décoller. C'est ce que je voudrais dire ce soir. Si les autres femmes accueillent ça comme si c'était une aubaine pour eux, moi je dis non. Et je ne suis pas d'accord avec le ministre de la Famille parce que c'est une dame qui a accepté de valider. C'est elle qui a proposé. Elle a proposé cette loi. Alors, elle a voulu aider sans toutefois aider les femmes. Et pour moi, ça cause vraiment de problèmes. Ça cause de problèmes dans les deux cas. Celle qui est restée longtemps avec sa dot seulement sans mariage, alors là... elle n'aura jamais ce mariage, hein. Ça résout son problème. Oui, mais elle n'aura jamais le mariage qu'elle a arrivé à avoir. Elle aura son mariage puisqu'elle est dotée. Elle va aller dire que je suis dotée depuis plus de 40 jours. Donc, forcément, j'ai droit à la légalité. Voilà. Autrement dit, ça fait les benguistes. Les benguistes qui viennent flatter les femmes, c'est-à-dire ils vont faire les, comment dire ça, les toquets-portes, les dots, et puis ils s'en foutent, ils te mettent la bague au doigt de fiançailles, ils s'en vont faire leur vie. Désormais, il faut qu'on commence à les choper, à les arrêter un à un, que vous épousez vraiment ces sœurs-là. Sachez que désormais, vous serez poursuivis si jamais quelqu'un pense qu'il viendra narguer une dame ici ou une femme ici et repartir. Donc, vous allez trouver que Fadima Touré peut-être, mais je dis déjà, ça arrange au minimum certaines personnes, mais ça crée également un souci. Ça crée un gros souci. Je ne veux plus entendre qu'une femme me dise là dehors, je suis mariée monogamique. Et que, en fait, cette loi-là crée une sorte de vide juridique parce que lorsque on inscrit le mariage sur le fichier d'état civil, mais il y a deux sortes de mariage au Cameroun. Il y a le mariage monogamique et il y a le mariage polygamique. Lorsqu'on l'inscrit sur le fichier d'état civil, c'est-à-dire dans quelle catégorie peut-on le classer? Donc, il y a une sorte de vide juridique que je pense, à mon sens, que le législateur aurait dû préciser parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, lorsque un homme est déjà, ou alors lorsque un homme a déjà contracté un mariage monogamique, il peut aller doter une femme, il peut aller tromper une fille de se marier avec lui, alors que ce sera la fille qui sera perdante. Donc, il faut véritablement que le législateur précise le caractère du mariage civil qu'on va inscrire sur l'état civil. Le mariage coutumier, excusez-moi, qu'on va inscrire sur l'état civil. C'est très important parce que c'est un pan à soulever et merci d'y avoir pensé parce qu'on en parle à neuf, mais ça risque de tromper une fille qui va se dire non, dès qu'on est venu toquer à sa porte, elle est en mariage et pourtant elle va peut-être s'enfermer dans un couloir où c'est la mort qui va la trouver. Si on toque à sa porte, on dit à quoi apporte la dot. Et qu'après il n'y a pas la transcription. C'est ça le problème. Après ce mariage coutumier, il faut le transcrire. C'est-à-dire le faire enregistrer par un officier d'état civil pour qu'il produise les effets attachés au droit écrit. Si vous ne transcrivez pas et vous restez au niveau de la dot, il sera couvert par le droit coutumier du mariage qui existe et qui a des effets. Mais si vous allez transcrire, vous allez voir l'officier d'état civil, vous devez choisir. Parce que dans d'accord. Justement, je suis avec vous, hein, parce qu'on est en train de sensibiliser les dames qui nous écoutent. Oui. Ça veut dire que même quand on t'a doté,
oui, tu as quelques avantages, mais c'est pas encore non, le ce n'est pas encore un mariage voilà. civil. Donc, maintenant, et il les faut conséquences partir. du droit civil ne sont pas encore attachées à ce mariage. Donc, oui. si vous voulez donc que le droit écrit vous soit appliqué avec ses conséquences liées au droit des successions, il faut aller transcrire, c'est-à-dire... Et à ce niveau-là, obligation de choix, parce que dans les systèmes le système d'état civil, on vous dit, vous choisissez quel régime, la polygamie ou la monogamie. Donc en réalité, il n'y a pas un souci à ce niveau. Quand vous transcrivez... Juridique. Déjà que la transcription peut être faite juste par une seule partie, peut être demandée par une des parties. Alors, si je sais que le monsieur il est marié et que je demande qu'on fasse la transcription, et le fait de le faire et qu'on dise que, ok, on va dire mariage polygamique, ça ne résout pas le problème de la première qui est à l'intérieur. Elle n'a aucun problème. Elle n'a aucun problème. C'est pour ça que je dis il y a un vide juridique. Il faut qu'on précise le cas du mariage. Si c'est un mariage monogamique ou un mariage, parce que pour ceux qui sont célibataires, ça passe. Mais pour ceux qui sont déjà mariés, il y a un vide juridique. C'est là où moi je veux en venir en fait. Et deuxièmement, cette loi aussi, ce qui me gêne dans cette loi, on ne précise pas l'âge. L'âge des époux, ça reste un problème. Non, pour ce qui est de l'âge, l'ordonnance, en fait, toutes les dispositions de l'ordonnance de 81 n'ont pas été abrogées, il faut bien le préciser. L'âge reste celui de l'article 52 de l'ordonnance, 15 ans minimum pour la fille et 18 ans minimum pour le garçon, avec autorisation parentale. Il n'y a pas un souci à ce niveau. C'est pas harmonisé. Oui. Vous allez m'excuser, mais je pense qu'à vouloir nous entraîner sur un débat sur le système matrimonial choisi, à savoir... Non, c'est important pour les femmes, peut-être pas pour les hommes, parce que, que tu as pris 15 femmes, toi, tu n'as pas de souci. Mais moi, je ne veux pas toujours être la 15e. C'est important, mais les deux systèmes que nous connaissons, nous savons tous que le système monogamique est celui qui est l'exception. Si je parle sous le contrôle des juristes qui sont là, ça veut dire que si en allant transcrire votre union, si vous ne précisez pas justement le système que vous choisissez, vous êtes prophète dans la polygamie. Oui. Ça, c'est clair. C'est pourquoi je mais dis maintenant, au départ que tous les hommes sont polygames. Mais maintenant, moi je suis d'accord que vous disiez cela parce qu'il faut justement sensibiliser nos sœurs. Il faut sensibiliser nos sœurs dans ce sens que aucun homme, aucun Africain normalement n'est monogame. On est d'accord. Tous les Africains, tous les hommes, tous les Africains sont polygames. N'en déplaise à ceux qui se vont dire oui, je suis monogame. Mais ça c'est une pensée, j'ai envie de dire ça comme ça, qui nous a été imposée par ceux qui nous ont colonisés pour mieux nous contrôler et mieux nous dominer. Et mieux nous dominer. Tous les hommes sont à la base des polygames et il faut qu'on revienne justement à cette disposition-là où une jeune femme qui veut aller en mariage, qu'elle sache que je vais dans un mariage polygamique et puis ça va diminuer les conflits dans la société. Seulement en 2000, de ce point de vue, là, je suis quand même sûr que ça va, il y aura un changement. Seulement en 2024, on a eu combien de féminicides? Si vous remarquez bien, si vous faites une bonne analyse, vous allez vous rendre compte que beaucoup de ces féminicides-là ont été causés par des jalousies excessives des femmes, ou quand son mari dort, c'est là où elle s'occupe de son téléphone pour voir qu'il y a... Non, je suis un peu compliqué. Oui, je suis d'accord. Je dis que ça peut être une des causes. Ça peut être une des causes. Ce n'est pas pour dire que j'encourage ça. Donc désormais, pour vous, la femme, même si elle fouille dans le téléphone, elle n'a même pas ce droit. Elle a le droit. Non, elle n'a pas ce droit. On n'a pas dit vie privée. On a vie privée là. Il y a pas de téléphone. Quand on veut la paix, il y a certaines dispositions. Elle a tous les droits. Comment vous pouvez dire ça? Maintenant, je suis sûr que si nos jeunes sœurs acceptent déjà de facto que lorsque je me marie à un homme polygame, potentiellement polygame, ça va nous éviter beaucoup de problèmes dans la société. Ça, je le crois. J'ai seulement envie. Heureusement que vous croyez, c'est pas l'église. Il n'y a qu'à l'église qu'on croit. Je pense que les problèmes resteront. Hein. Il n'y a pas de... Ça va nous éviter. Non, on ne peut pas avoir une société parfaite, ça aussi c'est vrai. Je vais vous dire ce qu'on pense. Pour l'instant, vous êtes attiré juste par la libido. Non, c'est ça. Écoutez-moi, je vous donne mes raisons. C'est juste la libido là qui vous attire pour l'instant. Parce que le problème de la polygamie, c'est l'après l'homme.
Oui. C'est ça le problème. Pourquoi vous pensez toujours que l'homme va partir avant? Par expérience, j'ai grandi dedans. Je sais ce que c'est. Non, le problème de la polygamie, c'est les femmes qui constituent cette polygamie. Non. Le problème de la polygamie, c'est après l'homme. Et pendant que l'homme y est, il y a la paix. Quelle paix? C'est une paix apparente. À cause, paix apparente. À cause de qui? Parce que mais où est la il y cause? a des bagarres et des bagarres nocturnes. Mais qu'est-ce qui amène ces bagarres? Et que ces enfants auront cultivé des rancunes familiales. Donc je vous dis que la plupart des chaos qu'il y a... Mais vous êtes d'accord avec moi que s'il y a le chaos dans une famille, c'est généralement parce que la maman... Vous allez m'excuser, les femmes, ce sont les femmes qui sont chargées de l'éducation des enfants. Parce que c'est elles qui passent la plupart du temps avec les enfants. Si les enfants développent certains sentiments avec leurs frères qui sont non utérins, c'est forcément parce que leur maman met dans leur tête que, en fait, ceux-là ne sont pas tes frères ou alors sont tes frères d'une certaine manière. Et c'est dommage. C'est ça qu'il faut corriger et non condamner justement le système matrimonial qui est adapté justement à la condition africaine. On va aller dans votre sens. Le papa peut aller faire les enfants. Il n'y a pas de souci. On sait qu'il y a les enfants qui existent. La femme va accepter ses enfants. Il n'y a pas de problème, on va aller dans votre sens. On va essayer d'éduquer les enfants comme il faut. On dit, on amène 2 femmes à la maison. Et dans les 2 femmes à la maison, c'est quoi? C'est que je suis dans ma chambre. Ce n'est pas mon tour. Et le mari est de l'autre côté en train de faire. Le problème, c'est que je sais qu'il est en train de faire. Mais je ne peux rien faire. Et je cultive cette jalousie et cette colère. C'est ça qu'il faut gagner. Excusez-moi, excusez-moi. Donc, je cultive cette jalousie. Vous savez, c'est pas la pierre. C'est pas la pierre. Chacun a envie. Où il y a l'amour, il y a la jalousie. On ne peut rien faire. On n'accepte pas partager. On va dire oui, on accepte parce que on a notre intérêt qui est protégé, on est logé, on est bien, ceci, cela. Mais vous ne maîtrisez pas le cœur de l'homme. Seul Dieu maîtrise le cœur de l'homme. Vice versa, si c'est l'homme, imaginez-vous qu'on fasse on parle de la polyandrie. Non, mais ça, ne parlons même pas de ça. On n'a même pas besoin. Parce que culturellement, ce n'est pas adapté. Non, ce n'est pas en vogue chez nous. Non, si vous dites qu'on parle de polyandrie, bientôt vous allez me dire qu'on parle également d'homosexualité et qu'on commence qu'on met le débat sur la table. Culturellement, c'est pas chez nous. Laissez-nous donc. Non, ne mettons pas le sujet de la polyandrie sur la table. C'est pour vous dire que le cœur de la femme là, c'est fait de chair. Et le cœur de l'homme, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Donc, autant l'homme ne voudrait pas que sa femme aille avec quelqu'un d'autre, autant la femme ne veut pas. En fait, c'est la société qui amène la femme à accepter le fait que son mari ait une autre femme. C'est une question de culture. Il faut laisser d'abord ça, non, on parle de ce qui est. C'est de ça qu'il est question. Vous n'allez pas parler de ce que je ressens, je ne peux pas parler de ce que vous ressentez. Non, mais toutes les femmes ne pensent pas, toutes les femmes ne pensent pas. Souffrez donc de permettre à Fatima tout de vous dire comment elle pense. Ce n'est pas pour autant que je n'accepte pas qu'un homme soit polygame, mais je vous dis ce qu'il en est de facto. C'est comme ça que la femme vit la chose. Vous souffrez dans votre cœur. Et tant qu'elle souffre là, elle a la colère, elle cultive la rancune, elle cultive la haine. Elle ne vous pardonne pas tout. Vous pensez que vous vivez en paix. Elle ne vous pardonne pas tout. Le problème avec la femme, c'est que le jour où ça se gâte dans son cœur là, tout est gâté. C'est ça le problème de la femme. Moi, je vous dis, c'est par expérience. Donc, ne pensez pas que parce que vous avez dit que okay, vous êtes le patron, vous avez su gérer les popotes de tous les côtés, gérer les scolarités de tous les côtés. Gérer aussi les nuits de tous les côtés, chacun a son tour. Tu ne peux pas gérer les nuits de tous les côtés, parce que moi je dis même, encore que je dis que pour être même polygame, il faut même être assez fort. Parce que celui qui n'a pas l'argent et qui n'a pas les couilles pour ça, excusez-moi d'être grossière, ne peut pas être polygame. Aujourd'hui, parce que les autres, vous êtes polygame par imitation. Et ça me choque souvent. Mais qui est-ce que nous imitons? Non, vous imitez vos autres frères qui sont dedans. Voilà quelqu'un qui n'arrive pas à ça. Je ne parle pas de vous. Non. Combien de messieurs n'arrivent pas à assumer les femmes, leurs femmes à la maison?
Mais ils en ajoutent là-dehors. Non, mais Moi, seulement je vous suis prenez souvent des exceptions. perplexe. Vous C'est prenez une des- femme qui vous vous prenez des parle. excep- vous prenez Il n'y des a pas exceptions question que vous voulez d'exception, ériger c'est en- la en- généralité. Moi, Non, je vous dis, ça peut pas être une j'ai été généralité. moulé dedans. Est-ce que vous allez discuter avec quelqu'un qui a été moulé dedans? Vous Pourquoi pouvez pas, discuter. Non, non, pourquoi non, pas non. ça Pourquoi peut être une exception, madame. Bon, s'il vous Ça plaît, peut pas s'il être vous plaît, comme s'il une vous plaît, généralité. s'il vous plaît, monsieur Menguédé, Le débat ce sur n'est la pas un face à polygamie. face, c'est pas un ping-pong. On va permettre à madame Fatimatou de Chaque finir fois son que je suis exposé. sur le Et plateau avec puis, si lui, vous il ne avez me laisse envie de même pas réagir, parler. De façon, s'il vous plaît, Oui. s'il vous plaît, vous allez Moi, je permettre. suis en train d'expliquer aux gens. Qu'elle finisse Oh, d'expliquer, voilà, si vous voulez et puis réagir, on va vous donner on l'occasion va vous de donner réagir. l'occasion de C'est réagir. pas un Allez-y, ping-pong. allez-y, Voilà, madame. donc Nous ne je sommes vous pas au m'empêchez. bar en train de Donc, partager un verre. C'est ça. Voilà. Donc, Allez-y. pour moi, il faut faire très attention quant à ces polygamies. Ça vous arrange, vous les hommes, pour l'instant. Mais vous créez des situations que vous ne contrôlez plus après. Aujourd'hui, les héritages qui sont contestés, ce sont les héritages des familles polygames. Effectivement. Vous savez, la majorité, je ne dis pas que les familles monogames ne le contestent pas, mais la majorité, c'est les enfants polygames. Et vous allez voir, même quand ces enfants grandissent apparemment dans l'harmonie, il y a toujours que, non, ça c'est les enfants de ma mère, ça ce sont les enfants de mon père. Il y a toujours ce fond négatif-là qui est en dessous. On va vous voiler. Je ne vais pas appeler le nom du maire. J'étais, le 25, j'étais invitée chez un maire du Cameroun, quoi. Donc, il nous a invités pour manger et tout. Il était content de dire, j'ai 3 femmes avec 20 enfants. Donc, mes gens, chacune est là. Et puis, voici les 2 qui font la cuisine ensemble et tout et tout. J'ai dit, ah, c'est bien. Je n'ai même pas fini de manger sa nourriture que j'ai appris que l'autre est fâché et n'est pas venu au rendez-vous. Donc, on l'a mis devant des faits. Tu sens que c'est apparent. Les gens font apparent. juste, voilà, les gens juste font ça juste parce qu'il est là. C'est un théâtre. Et voilà, c'est un théâtre. Donc, c'est toi qui joues le plus bon rôle, qui est bien vu. En fait, c'est ça la polygamie. Et si on va dans ce sens où les gens sont fausses et qu'il n'y a plus de sincérité, il n'y a plus de vérité, d'accord, il n'y a pas de souci. On se moule tous dedans. On se moule tous dedans et il n'y a pas de problème. On accepte. Vous savez, ce qu'on a toujours imposé à une femme, la femme l'accepte, hein? La femme l'accepte. Mais c'est le retour de la médaille que l'homme ne supporte pas. Et c'est là où il y a problème. Donc, pour moi, le fait qu'il y ait déjà tous les hommes sont polygames de fait et que ils peuvent faire, je suis très contente pour eux. Je suis très contente pour eux. Au moins, enfin, on verra qui est vrai homme, qui ne l'est pas, qui parle pour parler, qui assume pour assumer. À bon entendeur. Salut. Réagir à quoi? Oui, docteur Lemon. Oui, je suis vraiment d'accord avec Madame Fatimatou par rapport à la polygamie. Ouais. Moi, je n'y vois rien de bon. Peut-être par rapport à ma position religieuse, je n'y vois rien de bon parce que justement, je me dis que toute personne est en amour possessif. Quand on aime vraiment, je dis bien vraiment, et qu'on n'est pas dans le théâtre et l'hypocrisie, on n'aimerait pas partager. Parce que nous trois hommes qui sommes, nous trois qui sommes ici là, si on nous dit seulement que quelqu'un a invité nos femmes quelque part et n'a rien fait, mais on l'a vu au bar en train de boire avec un homme, mais je dis quelqu'un peut devenir fou. Alors, si seulement l'invitation au bar fait si mal, combien de fois la consommation de l'acte? Donc vous imaginez, et c'est le même cœur, je partage vraiment cela, c'est le même cœur que la femme a. C'est-à-dire de voir son homme avec beaucoup d'autres femmes. C'est pour ça que je me dis, et avec l'expérience, ma fiancée a grandi là-dessus, elle m'en parle toujours. J'avais l'idée de ça, hein. Mais avec beaucoup de prières, je suis sorti de là. Parce que, et au-delà de ça, elle m'en parlait toujours négativement. Et moi, j'en ai vu autour de moi, j'ai des oncles qui ont été dedans, qui m'ont souvent dit, au soir de leur vie, nous regrettons, parce que c'est une paix apparente pour la plupart des cas. Je ne dis pas que sur 100 cas, tous les 100 sont mauvais, mais je suis sûr que si on fait dans l'échantillonnage, sur 100 cas, il y a au moins 90 dans lesquels les cœurs sont noirs, mais on fait un théâtre au vu des gens.
Et comme j'aime souvent à le dire, à chacun son choix, le plus important, c'est de ne pas l'imposer à ceux qui ne partagent pas ce point de vue-là, que les polygames restent avec la polygamie et que les monogames continuent d'être monogames. Je ne fais le procès de personne, mais je voudrais simplement rappeler aux femmes de bien interroger le monsieur qui vient d'ôter ou toquer la porte. S'il est déjà marié, allez d'abord fouiller son régime matrimonial. Vous éviterez beaucoup de problèmes. Parce que là, en voulant nous protéger, comme elle a dit Fadimatou, on a encore laissé une fenêtre ouverte qui peut devenir notre mort. Ouah, le bonheur aussi est partagé que de te regarder au moment du soleil couchant. Monsieur l'Aimé, l'internationalistron, dans son baptême de feu. Oscar qui me doit une rasade de bon vin de palme pour une bonne dégustation, contrairement au sachet. Monsieur Noah, vêtu comme un aristocrate de la Jet Society. Comment peut-on parler de la dot en l'absence de la belle Fadimatou, y compris mon frère Baya? Si la dot est reconnue comme un des éléments fondamentaux pour une union pacifique, je ne peux que m'en réjouir du fait que les femmes, lors du décès de leur conjoint, subissaient les foudres de la belle famille sur l'accaparement des biens laissés par le défunt. Waouh, l'arrivée tonitruante de la belle Fadimatou qui ne joue que dans une place. Elle nous montre ce caractère possessif, comme le dit souvent Rosalie. Zéro polyandrie. À nous de nous réguler en mode séduction pour une quiétude intime. C'est Thomas Massoc qui réagit. Bonsoir Rosalie, je connais déjà ton point de vue sur la question de la polygamie. Pour toi, c'est niet. Mais mes sœurs, tout homme, quel qu'il soit, est polygame. C'est Zigli qui nous le dit ce soir. Ben, j'aime souvent le dire, heureusement, tu sais que je suis... Oh là là là. Vous-même, vous faites fort, hein? Je fais comment avec? On va avancer. On va avancer dans cette émission. On va parler à présent des whisky en sachet. On a fini de célébrer cette polygamie annoncée en grande pompe et surtout, on a applaudi le fait que désormais les femmes dotées peuvent être considérées comme des épouses à condition qu'elles aient enregistré la dot et qu'elle ait déjà fait plus de 40 jours dans la maison du monsieur. Voilà, donc les vieux ont vu les 10 ans là, c'est terminé désormais. Ma chérie, s'il perd le temps, toi-même tu prends les documents et tu passes signaler que le gars, il m'a doté. Voici la preuve et on légalise ton mariage. Du coup, celle qui va encore me dire que ça fait 10 ans que je l'accompagne, moi je vais sortir le fouet. Désormais, vous êtes toutes mariées. Voilà, c'est ce que... J'ai bien conclu, hein, Fadimatou. Ah, ça? Désormais, toutes les femmes sont mariées. C'est ça. Un gars s'amuse à toquer la porte, tu t'installes chez lui, terminé, tu es marié. J'ai hâte de voir l'avenir avec ça. Tu parles, Rosalie. Imagine-toi que tu es chez toi comme ça, tu étais même monogame, tu entends que ton mari a déjà doté 2 dehors. Tu acceptes seulement. On a démarré cette émission avec un petit sourire, c'était important. Je ne pouvais ne pas aborder ce sujet, cette loi qui s'installe désormais dans le quotidien des Camerounais. Un autre sujet qui a eu des lois, des décisions sans véritablement être implémentées, ce sont les whisky en sachet au Cameroun. On a annoncé le retrait, et puis on a accordé un délai, et puis on a encore annoncé le retrait pour nuisance sanitaire. On a dit que c'était un danger pour Dr Lemay, là je démarre avec vous, que c'était un danger pour les populations. Le ministre de la Santé publique l'a d'ailleurs fait remarquer, conjointement avec celui du commerce, il a été question de sortir ces whisky en sachet du marché. Mais il paraîtrait que le coût, le budget et l'investissement de certains hommes d'affaires dans ce secteur était un tout petit peu le problème qui a freiné le processus, leur permettant de vider les réserves. Mais maintenant, apparemment, les réserves ne se vident toujours pas et on en est toujours là avec nos whisky en sachet. Oui, vraiment, les whisky en sachet, moi, je vais entrer dans le sujet en déconseillant de manière frontale, en déconseillant la jeunesse. Parce qu'en réalité, ceux qui en consomment le plus, ce sont les jeunes. Quand j'arrive dans mon village, je vois beaucoup de jeunes qui sont dans cette consommation de ces whisky frélatés pour la plupart du temps. Moi, je me dis que l'État n'a pas encore véritablement envie de mettre fin à la consommation des whisky en sachet. Parce que justement, je ne pense pas que les stocks
qu'il y avait étaient des stocks qui pouvaient être épuisés, je ne sais pas, en 10 000 ans. Je vois que ces stocks ont certainement été épuisés et que d'autres ont même encore été acquis, au vu au su des autorités qui sont chargées de contrôler la douane, les finances, etc. N'oublions pas que cette exportation, cette production de ces whiskies génère beaucoup d'argent aux personnes qui investissent là, dans cette affaire. Je vous assure que les whiskies en sachet sont même plus consommés que les whiskies que je vais dire normaux. Et en réalité, c'est pourquoi peut-être que le pouvoir d'achat des populations, parce que c'est sans francs. Donc quelqu'un estime que vous arrivez parfois au village, vous dites à quelqu'un, je vous achète une bouteille de bière. Il dit non, laisse la bouteille de bière. Donne-moi l'équivalent. C'est-à-dire que comme la bouteille de bière au village, c'est peut-être 750, ça fait 7 whisky en sachet et il est zoomé. C'est-à-dire que il s'en va, il est perdu. Voilà, et il vous dit que c'est ça que lui veut. Donc, l'État devrait véritablement mettre fin à cela. Ça entre à partir de la douane, je me dis. Et donc, si nous fermons et nous pratiquons une politique de dissuasion, c'est-à-dire que les droits de porte appliqués sur ces produits-là, on les élève de manière substantielle, à telle enseigne que le coût de revient sur le marché intérieur augmente, ça peut être une mesure pour dissuader la consommation des whisky en sachet. Nous, à Nice, augmenter le prix d'entrée, le prix de douane. Ça peut être la solution lorsqu'on a quand même des structures installées à l'intérieur du pays qui produisent ces whisky en sachet. Je ne crois pas que Tombo soit importé. Hein. Parce qu'il y a un qui s'appelle Tombo oui, quand même en même temps. Je ne crois pas que Tombo soit importé. Donc lorsqu'on a Tombo sur place, qu'est-ce qu'on fait? Non, je pense que l'augmentation des prix de tarifs douaniers ne peut pas résoudre le problème. Je pense qu'il faut une volonté gouvernementale pour endiguer ce problème de fabrication des whisky en sachet. Vous savez, c'est le problème que nous avons dans ce pays, c'est que la tolérance administrative devient parfois une règle. Il me souvient que c'est en 2014 que le gouvernement a donné un avis, un moratoire pour ces fabricants de whisky en sachet de vider les stocks et que ce produit-là sorte des marchés. Mais on se rend compte que de 2014 en 2024, il y a de cela 10 ans, et c'est-à-dire la période pour vider les stocks n'est pas arrivée à terme pour que le gouvernement sévisse véritablement, et aujourd'hui on en parle encore. Je pense que ça devient embêtant. Et vous avez vu la NOC, qui est l'entité gouvernementale de normalisation au Cameroun, a arrêté même à un certain moment de contrôler ces whisky en sachet là, ce qui fait qu'il y a une prolifération des fabrications des usines de fabrication de ces whisky en sachet là. Non seulement il y a des sociétés conventionnelles qui en fabriquent, mais il y a également une prolifération des usines de fabrication, parce que voyez-vous, lorsque le gouvernement camerounais laisse une usine nommément identifiée de fabriquer ces éléments qui entraînent des populations à la mort, le petit débrouillard qui est au quartier va dire: ah, il y a une usine que le gouvernement a laissé faire. Je pense que moi, qui suis un petit chimiste, je peux également me mettre à la pratique et fabriquer des whisky en sachet. Vous savez, le whisky en sachet a ceci de particulier, que c'est un produit qui est excessivement nocif. Déjà à partir du contenant et également du contenu, parce que voyez-vous, le plastique c'est un dérivé du pétrole. Oui, justement. Et également, c'est-à-dire le contenu est parfois, c'est-à-dire vous allez vous rendre compte que les solutions chimiques qui sont utilisées sont parfois remplacées par l'alcool méthylique qui métabolisé dans le corps peut donner ce qu'on appelle le formol. Et ce formol-là peut entraîner soit la cécité, soit la mort. On peut comprendre pourquoi les consommateurs de whisky en sachet en excès ont toujours cette allure un peu patibulaire. Mais il y a même certains qui décèdent, Rosalie. Oui. Il y a même certains qui décèdent. Vous allez arriver dans un village, on doit vous dire non, il a pris 5-6 whisky en sachet et puis il est tombé KO et puis la mort s'ensuit. Donc je pense que il est temps qu'on arrive à une loi qui met fin à cette fabrication de whisky en sachet et que cette loi-là soit appliquée. Il ne faudrait plus qu'on dise non, il faut permettre à certains de finir le stock qui a été fabriqué, parce que ces whisky-là, ce sont des vecteurs de mort au Cameroun et il faut stopper leur fabrication.
Fatimatou Mpabé a aidé les opérateurs économiques à écouler un produit qui a été déclaré nocif pour la santé par le ministère de la Santé publique. Est-ce que ce n'est pas ramé à contre-courant du bien-être, de la recherche du bien-être des Camerounais? Vous savez, dans ce pays-ci, quand les intérêts sont mis en, des uns et des autres sont mis en jeu, il est interdit d'en faire un sujet de tapage. Parce que on va dire que le whisky en sachet est un problème. Qu'en est-il de la bière? Qu'en est-il? Tout ça, c'est de l'odontol. Qu'en est-il? Qu'en est-il? Notre problème, c'est la régulation de toutes ces histoires-là. Depuis 2014, qu'on avait demandé d'écouler les stocks. Ça veut dire qu'il n'y en avait que 4 qualités. Juste 4. Ouais. Aujourd'hui, je ne sais même pas combien il y en a. Le dernier arrivé, le dernier bébé, c'est Tombeau. Voilà. Il y a eu un temps. Il y a Boulette, il y a Bien Ratu. Voilà. Oui, Boulette a aussi rentré en sachet. Au départ, c'est que ça venait de l'extérieur. Aujourd'hui, les Camerounais sont même devenus les fabricants, apparemment. Je ne sais pas, mais on m'aurait dit, voilà, on m'aurait dit que c'est ça. Et ça coûte tellement moins cher. Qui sort du pays voisin là, qui est de 50%, de 50 francs, c'est à la portée de tout le monde. 50 francs, c'est sans faire de la publicité de ce truc, c'est à la portée de tout le monde. 50. Comment vous voulez que nos santé ne se dégrade pas? Donc, il faut vraiment qu'on regarde ce volet. Quelqu'un m'a dit un jour, au quartier, on était en train de discuter que est-ce que tu sais le business qui rapporte même ici au Cameroun? J'ai dit non. Il y a quoi? Il dit il y a les bars et les églises. Ah bon? Il dit oui, vérifie. Et j'ai trouvé que c'est ça. On a augmenté le prix des boissons. Est-ce que vous avez su de la bière, par exemple? Est-ce que vous avez vu les Camerounais? Ça veut dire que les Camerounais deviennent de plus en plus alcooliques. Et c'est parti de cette histoire de whisky en sachet. Parce que maintenant, on trouve, ils vont même se faire, comme on a augmenté le prix de la bière, ils vont se reverser dans ça. Voilà, il y a lieu de faire quelque chose pour ces Camerounais. Parce qu'il y a un problème de conditionnement. On parle de combien de pourcentage d'alcool? 43? 43, parfois 45%. 43%, c'est très fort. 43%, c'est très, très, très fort. Et un vieux au quartier peut se mettre là à en prendre peut-être 10 sachets. Parce que tant qu'il ne boit pas ça, il ne sent rien. Tu vas lui apporter même ce qui est dans la bouteille et tout est réglementé, peut-être de 10%, 15%. Il va refuser. Il te met une rasade qui vaut 5 rasades de ton grand whisky. Voilà. Il ne comprend pas en fait que c'est pas la même chose et son organisme ne ressent plus rien. Justement, il te dit que son organisme ne ressent plus rien. Et j'ai même des amis là qui, quand ils vont au village, c'est ce qu'ils gardent aux villageois. C'est pas parce qu'ils aiment. Mais si déjà vous prenez, vous leur donnez ça, on ne peut offrir que ce qu'on a. Donc si vous donnez ce qui est bien, est-ce qu'ils vont prendre? Non, une petite anecdote pour te permettre de continuer. Moi, j'ai fait l'expérience. J'ai voulu justement donner ce qui est bien. Voilà. Mais on m'a dit, s'il te plaît, vraiment, il faut nous excuser. Il faut nous donner il faut nous donner ce que nous on ressent. Donc du coup, quand j'ai dit 3 rasades pour une rasade, donc tu prends, imagine un 12 ans d'âge, tu déposes sur la table, quelqu'un qui ne comprend pas le prix d'une seule bouteille, il te prend le verre, donc tu demandes le verre de whisky, non, il te prend le verre, il remplit. Et quand il finit de boire, il ne ressent pas, il te dit que non, ça c'est la donc, blague. Il y a un gros problème par rapport à ça. D'éducation. Un problème d'éducation à la racine, un problème de sensibilisation, un problème même d'interdiction, parce qu'il est temps d'interdire cela. C'est vrai que ça fait le business de beaucoup, mais je pense que à l'allure où nous sommes, nous rencontrons tellement de cirrhoses de foie, des cancers, des ceci, cela. Or, la vitesse est tellement grande que on se demande où est-ce qu'on prend tout ça.
quelqu'un tu ne sais pas, qui apparemment est en bonne santé, on te dit insuffisance rénale. Tout ça, l'alcool, il y est pour beaucoup dans ça. Moi, je pense que le gouvernement a un gros travail à faire sur ce, et j'espère qu'ils se pencheront vraiment de ce côté-là. Et c'est pas seulement le problème du gouvernement, ça commence déjà par nous-mêmes dans nos familles. Parce que si de plus en plus, s'ils disent qu'ils ne veulent pas l'autre, ils veulent absolument ce que eux ils veulent. Hein. Ok, moi je n'ai pas, moi je ne peux que donner ce que j'ai apporté. Vous voyez un peu, il va voir qu'au lieu de rester sans rien avoir, il va préférer prendre ça et boire, et quitte à ce qu'il aille compléter où il veut. Si je refuse d'apporter ça au village, il ne va pas m'obliger à acheter. Donc il faut que tout le monde essaie de répondre, de contribuer. De contribuer à ça. Moi je pense que la contribution de tout un chacun est posée sur la table, et il faudrait que les familles commencent à voir ce côté-là, parce que les maladies à traiter, vraiment les conséquences sont énormes et néfastes. Henri-Oscar Menguédé, il faut une solution. Hein. Tout le monde semble être unanime sur cette table que la tolérance administrative sur ce coup-là a trop duré, et qu'en attendant, on a des conséquences gravissimes sur les consommateurs de ces sachets qui, comme elle le dit, Flore, sur Facebook, touchent un peu plus les jeunes, les benskinners, qui en ont fait leur produit favori, leur boisson favorite, si on peut le dire ainsi. Oui, Rosalie, c'est déjà bien que nous reconnaissions tous sur cette table que la prolifération des whisky en sachet est un problème de santé publique. Seulement, regardez le nombre, Fadima l'a dit, sirop de foie accrété, d'insuffisance rénale et ainsi de suite. Mais au-delà de la vision économique, moi je vois plutôt la vision politique de la chose. Parce que on a dit tout à l'heure que oui, les familles, on doit sensibiliser, on doit éduquer, mais tout part d'un acteur majeur qui est le gouvernement. C'est eux qui ont décidé de laisser un temps justement à ces fabricants-là, le temps d'écouler les stocks. Mais c'est une grosse bêtise si on prend seulement cet aspect-là. On vous dit que cette histoire, si tue les gens, mais vous vous dites, on vous autorise à écouler les stocks. Alors que ça tue les gens. Mais vous dites quand même, tout un ministre vient, ça se dit que non, il faut écouler les stocks. Ça veut dire qu'il envoie un certain nombre de Camerounais à la mort. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un problème politique, et qui est dirigé vers qui? Vers les jeunes, vers la jeunesse. Quand on se rend compte que la population camerounaise est constituée à plus de 60% de jeunes, et qu'on sait que c'est justement la grosse masse électorale, la meilleure façon d'abrutir cette masse électorale, c'est quoi? C'est la diriger vers les jeux de hasard. Vous avez vu, il y a quelque temps, on parlait de la prolifération des jeux de hasard ici. Des bars à côté des lycées, des jeux de hasard à côté des lycées, des écoles et des universités. Mais tout ça est fait à dessein. Il faut détourner la jeunesse des vrais problèmes du Cameroun et l'orienter vers des choses inutiles. Notamment le whisky en sachet. Un jeune qui a fini de boire son whisky, ses sachets, ne comprend plus rien. Ne l'invitez pas à venir parler des questions d'intérêt économique, ou alors des questions d'intérêt social. Il n'y comprend que dalle. Donc, moi je me dis, c'est un mécanisme qui est savamment pensé pour que la jeunesse camerounaise s'éloigne au maximum des préoccupations politiques qui peuvent justement inquiéter les amis de Madame Pabé qui est sur le plateau, parce que c'est eux qui décident de diriger la jeunesse vers là. Pas du tout, hein, c'est pas une affaire du RDPC seulement. Parce que vous faites bien de reconnaître que c'est le RDPC qui décide. Je connais plusieurs amis des autres partis qui c'est même eux qui prêtent le flanc, hein, franchement, qui savourent bien cette histoire. Sauf que ce n'est pas là. Je voulais pas qu'on en arrive là, mais quand vous me forcez à le dire, non, sauf que ce n'est pas là. Ce n'est pas là le problème. Je dis bien, celui qui prend la décision, ce n'est pas un parti d'opposition ou des députés à l'Assemblée nationale, autres que ceux du RDP, qui ont décidé en 2014 de proroger on devrait notamment saisir tout simplement les stocks qui sont là. Une fois qu'on a reconnu que c'est un problème de santé publique, on saisit les stocks qui sont là et on les détruit, et on passe
on passe à autre chose. Si on laisse proliférer ça, si on laisse proliférer les jeux de hasard, c'est qu'on devient automatiquement complice. Et moi je dis, la raison, elle est fondamentale. Il faut éloigner la jeunesse qui constitue plus de 60% de la population camerounaise et qui peut donc changer ou alors décider du destin de ce pays. Il faut éloigner cette jeunesse au maximum des vraies préoccupations de la République en la saoulant, en l'orientant vers les jeux de hasard. Et la solution, Madame Guesselé posait la question tout à l'heure, la solution c'est quoi? La solution elle est toute simple. Que ceux qui ont le pouvoir, qui ont le devoir de prendre des décisions, prennent des décisions. Je ne souscris pas le rôle des familles qui doivent sensibiliser et éduquer. Mais il est difficile. C'est même ça d'abord la base. Il est difficile. Madame Guesselé, pas Madame Guesselé, Madame Mpabé. Si déjà on a pris une... lorsque un sous-préfet prend, même si c'est de manière abusive, une décision d'interdire une manifestation publique, n'est-ce pas? Avant que à la maison, on ne vous dise, un parent ne dise à son enfant, le sous-préfet a déjà pris cette interdiction. On est d'accord? On parle de l'éducation. La première des choses qu'un parent dit à l'adolescent, pas d'alcool. Je ne veux pas entendre. Non, je ne voudrais pas qu'on aille, aille dans ces combats, dans ces ping-pong là, parce que ça ne va pas nous servir. Voilà. Je dis bien que je ne souscris pas, non, ça ne va pas nous servir. Ça ne va pas servir au débat. Je ne souscris pas la responsabilité des parents ou des familles, justement, à sensibiliser et à éduquer les enfants. Mais le rôle majeur, on a un acteur majeur ici, il faut le reconnaître. Si on veut lutter contre le whisky en sachet, la première chose, c'est de suspendre et les importations et la production. Il n'y a qu'un seul acteur qui est capable de faire ça, c'est l'État. Si les jeunes ne voient plus, là le whisky en sachet passe, ça veut dire qu'il n'entre plus dans ce pays, il n'est plus fabriqué. Où est-ce qu'il va le trouver pour en consommer? L'État est donc un acteur... Où est-ce qu'il va trouver pour en consommer? Je vais vous dire. Non, là, vous pouvez me poser la question... La drogue est interdite, n'est-ce pas? Non, que la drogue, les drogues rentrent. Vous dire là où il va trouver. Mais de manière complice avec justement les autres. Moi, je ne sais pas pourquoi vous voulez absolument défendre vos camarades qui chacun laisse sa responsabilité pour attaquer celle de l'autre. Non, j'ai déjà dit que je ne souscris pas les familles à leur responsabilité quant à l'éducation et à la sensibilisation. Mais je continue de dire qu'il y a un acteur majeur ici qui doit prendre ses responsabilités. Malheureusement, cet acteur-là nous a prouvé, encore une fois de plus, depuis 2014. Ce qui arrive au whisky en sachet aujourd'hui arrive également au sachet en plastique. Depuis, je crois, toujours la même date de 2014. Jusqu'à aujourd'hui, vous continuez à voir les sachets en plastique qui sont nocifs à la santé et nocifs à l'environnement partout. Ça veut dire que ceux qui nous dirigent aujourd'hui sont incapables de prendre des décisions fortes et les faire respecter. Conclusion, ils doivent tout simplement débarrasser le plancher et laisser la possibilité à ces autres Camerounais qui pensent qu'on peut changer les choses en prenant des bonnes décisions de le faire. Et c'est de ça qu'il est question. C'est un tueur lent, mais les consommateurs n'en savent pas. Bonsoir, très belle dame, Fadimatou. Madame Fadimatou. Apparemment, tu as un fan club de l'autre côté. Le whisky en sachet est toujours en vente puisque la moitié des benskinners en consomment. Flore, je ne sais pas pourquoi tu as mis la moitié, parce que j'ai parfois l'impression que c'est tous les transporteurs en moto qui en consomment. Ils m'ont dit que ça les garde au chaud. Wow. Apparemment, oui, j'ai pris la peine de poser la question, vous me connaissez. Moi, quand je vois une dépendance à quelque chose, je finis par me rapprocher pour comprendre. Rosalie, nous avons travaillé avec les associations de protection des consommateurs sur la problématique du retrait des whisky en sachet. Ce qui fait l'objet d'un arrêté conjoint Mine-Commerce, Mine-Santé depuis 2014. À chaque fois, c'est le gouvernement qui proroge ad vitam aeternam la fin de ce torboyau sur le marché. Question. Qui est derrière la fabrication et ou la production de cette boisson? C'est Zigli qui pose la question ce soir. Bonsoir madame. D'accord. Il y en a qui sont encore sur le sujet passé. Dans le mariage, la légalisation parle d'options quand on parle de monogamie ou polygamie et des biens quand on parle de régime, c'est-à-dire bien séparés ou bien communs. Jusqu'ici, personne n'a dit le contraire. Non, il voulait peut-être juste apporter la précision sur le système et puis... En fait, les types de mariage, les types de régime. Il y a les régimes matrimoniaux primaires, le terme système et régime.
Il voulait apporter la précision sur régime et régime. système. Parce qu'on parle de système polygamique ou système monogamique, mais on parle des régimes des biens communs ou régime Bon, des biens pour l'instant, ce séparés. n'était pas le bien commun. Mais c'était pas ça le l'objet thème du de... débat. Ouais. Voilà. Pour l'instant, on en était encore à se marier ou pas. Donc, on va arriver à partager les Être biens doté bientôt. ou pas. À être doté ou pas. Bonsoir, Rosalie. La problématique des whisky en sachet est la preuve que le gouvernement camerounais se moque de la santé des citoyens. Le patriotisme dont vous parliez hier est ainsi mis à rude épreuve. Si notre gouvernement souhaite avoir des citoyens consciencieux et responsables, ce gouvernement se plaît à ce que le whisky en sachet prospère. Le MINAT peut aussi déclarer la guerre à cette industrie destructrice et non seulement aux ONG et aux partis politiques. Hein. C'est Christian qui nous écrit depuis Garoua ce soir. Bonsoir Rosalie, le whisky, bon je prends depuis le début, très bon thème, cela veut mettre certaines femmes, cela veut dire à certaines femmes que la monogamie est finie. Car beaucoup d'entre elles traversent la dot et courent vers la mairie, croyant qu'elle a gagné. Car je me demande ce que le gouvernement vient faire là-dedans. Ils vont commencer à démarcher de payer les taxes sur le mariage et sur la dot. Christian, depuis comment si on n'avait pas vu l'autre là venir. Hein? L'autre de taxes. Oui, parce que pour un gars qui a déclaré zéro revenu et qui se retrouve à aller doter une femme, on va lui demander où est-ce qu'il a trouvé l'argent pour aller doter la On femme. va taxer Donc la le dot. gouvernement est très futé là-dessus. Il faut voir tous ces aspects. On n'avait pas vu ça venir. Bonsoir Rosalie, le whisky en sachet, les jeunes le consomment parce que le chômage, il s'accroche là où c'est moins cher. Ils ne se posent pas de questions sur la santé et même tous les whisky qu'on vend là sont de mauvaise qualité et ne regardent pas les sachets. Nous n'avons pas du bon dans ce pays en termes de whisky. Voilà, pour lui-même, les whisky en bouteille ne sont pas... c'est vrai qu'on a beaucoup de faux aussi, hein, ça il faut dire la vérité. Le faux a gagné du terrain et c'est 70% difficile c'est faux. Hein. aujourd'hui d'avoir. Moi je suis allé dans une grande boîte très réputée. On m'a servi un faux whisky. Bon, Le fief. la chance c'était que j'avais un peu la connaissance du bon. Ma langue n'a pas reconnu ce qui m'a été servi. J'ai dit, mais attention, vous ne donnez pas une bouteille à 60, 70 000 à quelqu'un pour lui offrir le faux whisky, sauf que c'était le cas. Et le propriétaire, il était assis à 2 pas de ma table. Ils ont voulu jouer la carte de non, madame, c'est le même whisky que je suis en train de boire là. Vous pouvez goûter. Et quand je goûte, c'est vrai, lui, il avait le bon de ça. Alors je lui dis, c'est très facile, changeons nos 2 bouteilles. Donnez-moi la vôtre et prenez la mienne, et puis continuons la soirée. Il a fait comme ça, et puis on a changé ma bouteille. Ça veut dire qu'il a compris que je savais. Donc, c'est compliqué quand même, quand on est même dans des milieux très huppés, et qu'on réussit quand même à se faire servir des torts-boyaux. Donc vraiment, il faudrait qu'on se penche sur cette question, parce que la fête, on en fera toujours. Consommer, ça sera toujours le cas, mais qu'au moins, on est pour notre argent, ce qu'on paye. Et voilà, et on va prendre une légère transition, et puis on parle à présent de tribalisme. L'émission C'est l'heure sur Cam10 Télévision entre 17 et 19h, j'allais dire 18h52, nous sommes ensemble, nous échangeons autour des sujets qui font l'actualité et ce soir on parle des problèmes, c'est vendredi, hein, c'est très relax le vendredi sur ce plateau, on parle des problèmes qui paraissent anodins mais qui peuvent changer le cours d'une vie. Après la dot et la question des whisky en sachet, on va parler à présent du tribalisme. Je l'ai dit, hein, toute cette fin d'année et même la première semaine du mois de janvier, on va parler des sujets qui ont marqué cette année 2024 avant que d'embrasser l'année 2025 dans les débriefings et tout ce qu'on peut imaginer, des discours très attendus d'ailleurs du président de la République le 31 décembre prochain.
prochain. En attendant d'y arriver, on sait quand même que la question du tribalisme, des discours haineux revient à presque tous les discours. On a l'occasion, bien entendu, de poser le problème sur la table. Que se passe-t-il exactement? De but en blanc, j'ai envie de vous demander, Monsieur Menguédé, est-ce qu'on a le tribalisme au Cameroun? Oui ou non? Je vais vous répondre que le tribalisme, j'ai l'impression que le tribalisme est institutionnalisé dans notre pays. D'accord. Maintenant, je vous laisse développer. Vous allez me demander pourquoi est-ce que je le dis. Tout simplement en instituant, ceux qui nous dirigent en instituant, par exemple, la question de l'équilibre régional, ont d'une certaine manière institutionnalisé le tribalisme parce qu'ils n'ont pas attaqué véritablement le problème de l'équilibre des compétences. Là, il fallait l'attaquer. Aujourd'hui, on se réjouit qu'il y ait, par exemple, au moins une université dans chaque université publique dans chaque région du Cameroun et un certain nombre d'établissements privés supérieurs. Mais le problème n'a pas été totalement résolu parce que même au niveau, que ce soit de l'enseignement maternel, l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire, il y a toujours des disparités au niveau des régions. Je prends le cas simple de l'éducation parce qu'il me semble que tout part de là. Pour des citoyens qui n'ont pas tous les mêmes chances d'accéder à la connaissance, automatiquement, le tribalisme va s'installer. Et le gouvernement, malheureusement, a contribué à institutionnaliser ça avec l'équilibre régional pour, soi-disant, essayer de rattraper justement cette disparité qui existe entre les régions. Mais au lieu de travailler justement à mettre, par exemple, dans des régions où ça n'existe pas un système scolaire qui est accessible vraiment à tout le monde, ils ne l'ont pas fait. Ils ont attendu à un certain niveau, notamment les concours administratifs, par exemple, pour instaurer le système de l'équilibre régional. Et c'est quelque chose qui a contribué justement à fragiliser l'unité nationale, où justement un Camerounais ne se sent pas Camerounais parce qu'il appartient à une nation, à un pays, mais parce qu'il appartient à une petite communauté. Et du coup, s'il se rend compte que chaque fois qu'il y a, par exemple, des nominations, que ce soit dans le gouvernement pour les ministres, ou alors des DG, ou du moins des nominations à certaines responsabilités, tant que le directeur général, là, le ministre ne vient pas de sa communauté, il a l'impression qu'il n'appartient véritablement pas à une nation. Donc, il y a pour moi un faible niveau de construction d'unité nationale. C'est ça qui fait en sorte que le tribalisme perdu, et malheureusement ceux qui nous dirigent n'aident pas toujours à ce que ça change dans les esprits. Docteur Lémé, on parle de tribalisme ou pour vous c'est une utopie, ou comme il le dit, on a institutionnalisé à travers certains actes le tribalisme, invitant les uns et les autres à un repli identitaire involontaire? Bon, je ne vais pas dire que c'est une réalité. Je ne vais non plus dire que c'est une utopie. Je serai mitoyen. Je dirais qu'il y a quand même des pratiques de tribalisme qui existent dans nos quartiers. Institutionnalisé, non, je trouve que c'est un peu fort. Je pense que l'État a pris des textes pour combattre justement ce tribalisme. Il y a une loi sur des discours haineux, que ce soit au niveau de la cybercriminalité, etc. Donc l'État a quand même une volonté qu'il manifeste de lutter contre le tribalisme. Et je pense que ce sont peut-être les citoyens, les communautés, qui ne parviennent pas encore à comprendre cette logique ou cette orientation que l'État est en train de donner. Mais il y a quand même, il faut le dire, il y a quand même des officiels, hein, il y a quand même des institutionnels qui promeuvent le tribalisme. On peut le dire, on ne va pas peut-être les citer ici, mais vous allez voir qu'il y a des entreprises qui ne recrutent par exemple que les gens qui appartiennent à la communauté du directeur général ou alors du PCA. Là, sont des pratiques de tribalisme qu'il faut opposer à la tribalité, parce que la tribalité en elle-même n'est pas une mauvaise chose. Nous provenons tous de tribus, de communautés tribales, et nous en sommes fiers. Nous sommes fiers. Moi, je suis fier d'être Boulou, et je serais fier d'aider mon frère. Ça devient un problème quand j'ai de l'aversion
de l'animosité, le rejet pour l'autre qui n'est pas Boulou. Et c'est ça le problème. Et ça devient également un problème lorsque je suis capable de faire la promotion ou d'accorder une promotion à mon frère incompétent, alors que mon frère, mon autre frère Bassa est là, est plus compétent, et je ne lui accorde pas cette promotion. Je me dis qu'il y a peut-être que, vous savez, les communautés ont préexisté à l'État. Les communautés ont préexisté à l'État. C'est peut-être pour cela que nous supplantons toujours la logique d'appartenance à l'État, mais nous la supplantons au détriment de la logique d'appartenance ethnique. Ça veut dire que nous définissons d'abord, la plupart d'entre nous définissons d'abord comme appartenant à une communauté. Avant d'être Camerounais, je suis d'abord Boulou. Et donc, ce sont les intérêts Boulou qui doivent primer sur les intérêts du Cameroun. C'est peut-être parce que c'est cette logique de préexistence des communautés avant l'État. C'est peut-être pour cela que nous raisonnons ainsi. Il y a donc un travail que l'État doit faire pour inverser. Et je crois que l'équilibre régional va même dans ce sens de l'acceptation. Vous n'êtes pas d'accord avec Menguédé quand il fustige l'équilibre régional? Pour vous, c'est plutôt une solution? Non, moi je pense pas une solution, non. L'équilibre régional, ça ne va pas dans le sens du tribalisme. L'équilibre là, en fait, c'est une logique selon laquelle nous tous devons bénéficier de la rente nationale. Parce que si, et nous sommes encore un État jeune en construction, si on dit simplement la compétence, mon frère Menguédé, peut-être qu'il y aurait des zones qui n'auraient personne à certains postes, peut-être. Je crois que le niveau de scolarisation, nous n'avons pas encore, toutes les régions n'ont pas encore le même niveau de scolarisation. Donc je peux comprendre pourquoi l'État continue à activer et actionner ce levier de l'équilibre, je vois qu'il n'est en rien en fait un élément du tribalisme. Donc pour vous, ça va pas, mais ça va quand même. Ça va pas, mais ça va quand même. On peut faire avec, c'est vrai. On a des actes de tribalisme enregistrés ci et là, et chacun devrait travailler sur lui pour éviter que ça n'empire. Voilà, je vous taquinais juste. Très belle. Un très bon résumé. Très bon synopsis. Oui, Anissé Noah. Oui. Votre regard. Oui, je vais d'abord prendre cette affirmation du très célèbre Paul. Monsieur Tchindjé, Eric Tchindjé, Monsieur Eric Tchindjé, qui, dans une chaîne concert à la vôtre, affirmait que certains acteurs de la Banque mondiale avaient réuni à une certaine époque les présidents africains et leur ont demandé mais sur quel levier faut-il actionner pour que l'Afrique décolle, pour que l'Afrique devienne un continent émergent. Et certains chefs d'État, ou alors les chefs d'État qui avaient été réunis, chacun donnait, c'est-à-dire le levier sur lequel il pensait qu'on pouvait actionner. Et il nous confiait que le chef de l'État camerounais, le président Biya, puisque c'était lui qui était chef d'État en ce moment-là, avait donné une seule condition. Il était déjà, merci, voilà. Avait donné une seule condition, ou alors avait donné une seule réflexion. Il faut éradiquer le tribalisme au Cameroun. C'est ce que M. Eric Tchindjé vous dit. Et quand il vous dit cela voudrait dire que le chef de l'État du Cameroun lui-même reconnaît que le tribalisme est existentiel dans notre pays. Maintenant, vous savez, le tribalisme n'est pas une particularité camerounaise. Je pense que c'est Thomas Hobbes qui disait que l'homme est un loup pour l'homme. Et l'homme, dans ses divergences, peut être amené à avoir du dédain dans le sens morphologique pour l'autre. Et cela voudrait dire que les pulsions qui sont en lui peuvent s'opposer au choc civilisationnel et entraîner donc il y ait cette divergence dont j'évoquais tout à l'heure. Le tribalisme, il est vieux comme le Cameroun. Je l'ai déjà dit, il n'est pas une particularité du Cameroun, mais il est vieux comme le Cameroun lui-même, parce que, souvenez-vous, le tribalisme ne date pas d'aujourd'hui, il date de l'époque coloniale. Vous savez qu'à une certaine époque,
lorsqu'on parlait des maquisards, le colon a voulu, c'est-à-dire mettre dans la tête des Camerounais que c'était les Bassa qui étaient dans le maquis. Et vous savez également que c'était, c'est-à-dire à une certaine époque, il y a eu ce qu'on a appelé... donc les colons faisaient le tribalisme. Les colons faisaient croire aux Camerounais que, en fait, c'était les Bassa qui étaient dans le maquis et donc il fallait les combattre. C'est de cela qu'il est question. Et je pense que cet élément-là a beaucoup impacté sur, c'est-à-dire les divisions civilisationnelles. Et même à une certaine époque, vous avez entendu parler du napalm qui a été arrosé dans la communauté de l'Ouest Cameroun. Donc, ce phénomène-là n'est pas nouveau. Et je rejoins M. Menguede qui disait tout à l'heure que, c'est-à-dire, il a peut-être été institutionnalisé. Je pense que nos gouvernants, puisque certains sortent de cette école coloniale-là, certains ont été formés par les colons, ont peut-être vu que c'est peut-être sur ce levier-là qu'il faut actionner pour essayer c'est-à-dire d'avoir une certaine élite comprador, et alors que d'autres pans de la société souffrent du martyre. Vous vous rendez compte qu'à une certaine époque, quand je dis que le tribalisme a peut-être été institutionnalisé par nos gouvernants, vous allez vous rendre compte que à l'approche de certaines années électorales, il y a des concepts qui sont montés dans le champ politique. Vous avez le concept anglo-bami qui est monté dans le champ politique dans les années 90. Et vous savez qu'à cette époque-là, c'était le SDF qui avait le vent en poupe. Donc le concept anglo-bami, c'était donc pour dire que non, peut-être les anglophones et les bamiliqués veulent prendre le pouvoir, donc il faut les combattre. Et tout récemment, en 2018, vous avez eu les concepts Tontina, Sardina qui sont arrivés dans le champ politique. Tontina, certains voulaient faire référence à non, assurez-vous, tout le monde a compris. Hein. Voilà. Tout le monde au Cameroun fait la différence entre les deux. Voilà, véritablement. Donc je pense que le gouvernement a peut-être actionné sur ces leviers-là pour essayer c'est-à-dire... Donc comme quoi, comme 2025, dans les starting blocks, on va encore avoir un autre concept qui va sortir. Mais cela n'est pas exclu. Cela n'est pas exclu parce que voyez-vous, le gouvernement, bien qu'il y a certaines lois qui sont votées pour essayer d'éradiquer ce phénomène-là, mais on se rend compte qu'à certains niveaux de la société, il y a, comme M. Menguede le disait tout à l'heure, à certains postes du pouvoir, vous allez vous rendre compte qu'il y a une certaine coloration. Vous savez que depuis pratiquement 42 ans, c'est la région centre-sud-ouest, c'est la région centre-sud-est qu'on appelle généralement les BT, qui est aux affaires. Et vous allez vous rendre compte que la plupart des postes juteux de pouvoir sont réservés à ces gens-là. Je pense que c'est monsieur, comment on l'appelle, le politologue, monsieur Msanga Nyamding, qui payait encore le tableau il y a de cela quelque temps, que lorsque vous allez à la préfectorale, vous allez vous rendre compte que la plupart des préfets du Cameroun sont de ces régions-là, dans les ambassades, dans les universités et également. Le tribalisme que vous dénoncez, c'est celui dans les postes. Non, c'est le tribalisme institutionnalisé. Le tribalisme institutionnalisé, je n'ai pas fini mon raisonnement. Il y a donc ce tribalisme institutionnalisé là. Le souci à moi, c'est que si je ne fais pas varier la parole, on va rester à écouter un cours à l'amphithéâtre. Et jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas à l'amphithéâtre. Voilà, je vais chuter, rassurez-vous. Voilà, je vais donc dire que ce tribalisme institutionnalisé là se ressent également au niveau des strates basses de la société. Parce que ce qu'on va appeler donc le tribalisme primaire, c'est-à-dire certains pensent que non, ils sont assaillis ou alors envahis par d'autres communautés qui devraient en leur sens rentrer chez elles. Et c'est cela que moi je peux appeler le tribalisme primaire. Donc pour me résumer, c'est le tribalisme institutionnel qui a donc créé ce malaise-là et qui crée donc ce tribalisme primaire-là. D'accord. On a donné les postes aux gens qui appartiennent à la même aire géographique, et conclusion de course, ceux qui sont en bas commencent à se fustiger. D'accord. Bon, maintenant, j'ai une autre question. Tout le business est tenu par une autre aire géographique. Alors, il faut également qu'on ouvre une cabale contre tous les businessmen du Cameroun qui ont toutes les grosses entreprises, parce que malheureusement, ils appartiennent également à peu près au même secteur. C'est le discours qui est servi.
Justement, c'était pour lui dire que j'ai complété son propos. Il a décrit un côté, je complète. Vous ne m'avez pas malheureusement laissé aller jusqu'au bout. Je vous ai aidé à aller au bout. Et je vais me retourner. C'est juste pour dire que le problème, il est plus ouvert que ça. Si on se limite à dire tel est géographique et à tel endroit, il faudrait également qu'on relève que de l'autre côté, il y a tel est géographique. Et puis qu'on dise également que nos frères du Septentrion ont également leur secteur, où on ne va que les retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour rééquilibrer tout ça et permettre à tout le monde de se sentir dans un pays où en fait on partage tout et qu'on n'est pas censé se frapper dessus parce qu'on n'appartient pas à la même tribu. Je suis avec vous, Fatimatou. Pour moi, le tribalisme est d'abord une réalité complexe. Complexe parce que le Cameroun a plusieurs tribus. Et du coup, on ne saurait se substituer à l'un ou l'autre. Une réalité complexe dans la culture. Nous avons des cultures différentes. On peut les subdiviser à quelques grands groupes, mais jusque-là, on a des problèmes. On a un gros problème pour pouvoir s'immiscer à l'intérieur. Nous avons par exemple le complexe idéologique. Chacun a son idée là par rapport. On pense que parce que je suis du centre, peut-être que je me réclame du centre, mais je suis d'abord Bamoise. Donc c'est une identité d'abord. Le tribalisme pour moi c'est d'abord une identité. Je ne la vois pas comme un, je veux dire comme un handicap, mais c'est comme une affirmation, une reconnaissance de son identité. C'est d'abord ça au départ. Elle devient un handicap. Il devient un handicap lorsqu'il commence déjà à aller à l'encontre des idéologies positives. Le plan qui m'intéresse ici, c'est le plan politique. Quelqu'un a dit tout à l'heure que j'ai suivi l'équilibre régional était un problème. Or, l'équilibre régional vient résoudre un peu cette histoire de repli identitaire. Parce que si dans le politique n'intervenait pas dans ce sens, il devait avoir une grosse injustice. Parce que au départ, il y avait certains qui allaient à l'école, d'autres n'y allaient pas. Donc, il fallait cet équilibre régional pour venir absorber un peu ce déséquilibre qu'il y avait. Et l'une des choses que je donne le mérite au président Biya, c'est d'aller dans ce sens d'équilibre régional. Parce que même dans le choix des postes, au niveau macro, il a essayé de représenter tous les départements. Ça, il faut le dire, c'est une réalité. Et c'est ce département qui devait absorber en fait les arrondissements et les villages. Maintenant, si lui, il a pu poser les jalons des choses, c'est que nous, en bas, on n'a pas su s'arrimer à cela. C'est pourquoi nous avons un problème au niveau politique. Ça part d'abord de certains leaders politiques qui en font vraiment un champ de bataille. Et ça, on le sait. Nous sommes, si vous parlez de 250 quelques ethnies, vous pensez que si chaque ethnie avait son leader politique, comment est-ce que ça serait? C'est normalement ces leaders politiques qui devraient rassembler tous les Camerounais pour qu'on ait une tribu camerounaise. En fait, d'abord se reconnaître comme Camerounais. Et quelqu'un a souligné que l'institutionnalisation de la tribu aujourd'hui, ça se voit au niveau du gouvernement comme si c'était le centre sud-est. Peut-être qu'ils ont choisi le côté administratif, mais il y en a aussi qui émergent dans le côté économique, comme l'a dit Rosalie. Mais si on part sur ces bases, c'est que chacun a su reconnaître où il a une grosse capacité à pouvoir émerger. Moi, je ne le vois pas comme un handicap. Si aujourd'hui, je sais que les peuples de Grâce tiennent l'économie du pays, c'est tout à fait normal et je leur tire le chapeau. Mais imaginez-vous qu'ils tiennent l'économie du pays. Ils viennent encore tenir l'administration. Vous savez ce que ça va donner? On sera tous écrasés.
Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais l'équilibre régional vient donc absorber cela pour dire, ok, comme vous, c'est l'économie, laissez aussi que les autres soient autre chose. Mais ça n'a pas de sens si on le voit du côté négatif. Je dis, il faut l'amener vers le côté positif. Déjà, à nous, il faut le dire, nous tous ici, nous sommes d'abord tribalistes. Personne ne va accepter qu'on l'appelle, qu'on lui dise que Monsieur Mengele, vous êtes un Bamileke. Il va dire non, je ne suis pas Bamileke. Je suis peut-être Ewonde. Non, 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 non. Soyez de bonne foi. On va faire ça, monsieur Mengele. Non, La fierté que vous avez. Non, soyez de bonne foi. Soyez de bonne foi. En voulant orienter la chose de cette façon. Non, 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 ce n'est pas ça. En fait, c'est quoi? C'est pour vous dire que moi, je suis très fière de dire que je suis Mbamois. C'est ça, tout le monde le sait. Voilà, c'est pour vous dire que déjà, ce n'est pas du tribalisme. Non, c'est la reconnaissance. La tribalité. Voilà, la tribalité. Voilà. Ça n'a rien de positif. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que l'on reconnaît pour son identité. Je suis fière d'être ceci. Je suis fière d'être cela. Mais aujourd'hui, pour certaines personnes, lorsqu'on t'insulte, Mbamois, c'est une insulte. Non. Non. Pourquoi quand on me dit, hé, la Mbamoise là, ça doit être un problème. Je suis Mbamoise. Mais il faut dire à un autre côté là, ça devient un problème, ça ne devrait pas. Ça, c'est la tribalité. Et tous au Cameroun là, nous sommes fiers de notre tribalité. Nous sommes fiers de notre tribalité. Maintenant, le tribalisme en lui-même, c'est plus les politiques qui veulent mouler ça dans notre quotidien. Et ça, on dit non. Il faut arrêter avec ces discours. En commençant par l'ordre gouvernant. Voilà. Il faut arrêter avec ces discours haineux. Le Cameroun, c'est un village, on va dire une miniature, une Afrique en miniature. Donc, on ne va pas se juste cantonner dans un bocal là et dire que c'est telle tribu, c'est telle tribu. Si on commence dans ce sens, on ne va pas y arriver. J'ai failli encore la retirer parce que t'es têtu. Hein? Allez, vas-y. En fait, c'est juste pour... Je comprends les efforts que fait Fadimatou ce soir pour essayer de sauver... Qu'est-ce qu'il y a à sauver? Qu'est-ce qu'il y a à sauver? Non, moi, je continue à dire que le tribalisme qui est vécu au niveau, le tribalisme primaire, comme l'a dit Noah tout à l'heure, ce tribalisme étant construit justement de l'ordre gouvernant, de l'ordre... Il faut l'accepter, c'est la vérité. L'équilibre régional dont je parle, c'est vrai que Fadima, tu essaies de peindre ça pour montrer le bon côté, mais cette histoire n'a jamais apporté du bonheur aux Camerounais. Il faut le reconnaître, à un moment donné, il faut avoir le courage de retirer ça. Parce qu'en mettant en place cette affaire, je préfère dire ça comme ça, on ne résout aucun problème. Ce n'est pas l'équilibre régional qui va permettre, parce que ce qu'il faut, c'est essayer d'amener les Camerounais au même niveau de connaissances ou alors au même niveau de compétences. Et là, la question ne se pose pas. Là, il n'y a pas d'école maternelle, il faut en créer. N'allez pas attendre qu'un enfant commence son cycle primaire quand il a 8 ans pour avoir le CEP à 16 ans. Vous le dites aujourd'hui parce que les choses ont évolué. Les choses n'ont pas évolué. Et si vous étiez fonctionnaire, j'allais vous demander, lorsque vous faites un concours, un concours professionnel par exemple, où on sait que le nombre de places c'est 20. Oui. Et c'est grâce à l'équilibre régional qu'on... J'ai fait un concours quand j'étais encore plus jeune. Je venais d'avoir... Ça c'est un concours, je vous parle donc, c'est là où vous comprenez que l'équilibre régional est très bien. On dit on veut 20 places. Et on exige que chaque région soit représentée. Sauf que... Si on ne le fait pas ainsi, vous imaginez ceux qui ont... Non, Madame Fadima, ne nous amenez pas là. On sait comment les places sont octroyées dans les concours dans ce pays où il y a même des décédés qui réussissent des concours. Je vous en prie. Je parle du concours professionnel. Ne nous amenons pas là-bas parce que si vraiment on rentre là-dedans, on ne va pas s'en sortir. Une chose est certaine, c'est que l'État... Je ne dis pas que même les discours haineux, justement, que les partis politiques ou la société civile essaient justement de combattre avec la dernière énergie, au départ, qui a mis ça sur la scène. C'est justement... Est-ce qu'à un moment donné, M. Menguede a entendu que je parle de discours de haine ce soir? Pardon?
On l'a évoqué dans le, on l'a évoqué, le tribalisme et le discours aîné, c'est des. Moi j'ai dissocié. C'est des éléments qui sont liés et qu'on ne peut malheureusement pas dissocier. Qu'est-ce que j'ai dissocié? Non, malheureusement, il ne appartient pas de dissocier parce que de manière consubstantielle, c'est dans le vécu des Camerounais que nous avons cela. C'est une réalité. C'est une réalité, on peut difficilement dissocier ces deux éléments. Donc là où il y a tribalisme, le discours aîné n'est jamais forcément. Oui, bien évidemment. Et Rosalie, je voudrais revenir sur ce qu'a dit M. Menguele tout à l'heure. Normalement, dans un pays qui est en train de se construire, la notion d'équilibre régional ne devrait pas exister. On devrait prôner le mérite dans un pays qui est en train de se construire. L'argument que donne Mme Pabé pour dire que non, il y a certaines zones qui n'étaient pas qui étaient sous-scolarisées. Au moment de la... On a toujours les mêmes zones qui sont sous-scolarisées aujourd'hui. Au moment de la mise en place, vous savez, les politiques publiques sont appelées à... S'il vous plaît, monsieur Noah, la parole. Les politiques publiques sont appelées à évoluer avec le temps. Ce n'est pas parce qu'on a mis l'équilibre régional en place il y a de cela 60 ans qu'on doit avoir l'équilibre régional d'actualité aujourd'hui. Je pense que oui, on doit le voir et on devrait prôner en fait le mérite pour une société qui veut se développer comme la nôtre. On doit prôner la méritocratie et c'est de là que doit partir le paradigme. Parce que voyez-vous, il n'appartient pas aux citoyens lambda que je suis de dire que non, je sais pas moi, le septentrion, je donne le nom au pif. Mes amis de septentrion ce soir. Bon, si vous voulez, l'Est Cameroun, il n'appartient pas aux citoyens lambda que je suis de dire que non, l'Est Cameroun est sous-scolarisé. Je pense que c'est le gouvernement camerounais qui devrait prendre des mesures pour que toutes les régions soient équitablement scolarisées pour qu'on arrive à un construit national et que seuls les mérites soient mis en avant et non l'équilibre régional. Parce qu'avec ce phénomène d'équilibre régional là... Mais cette fois-ci, ça devient au niveau régional. Non, que vous n'avez pas compris. Pas forcément. Parce que voyez-vous, pas forcément. Parce que ce que M. Menguele disait tout à l'heure est vrai. Parce que pour que toutes les régions soient représentées. Madame Pabé, parce que ce que M. Menguele disait tout à l'heure est vrai. Certains pontes du régime se cachent sur la notion d'équilibre régional pour faire émerger leurs enfants. Alors que ceux qui méritent ne sont pas reçus au concours. Je vous dis qu'il y a toutes les régions représentées au niveau des régions. S'il vous plaît, pour que je puisse avancer avec mon sujet sur le tribalisme, je vous propose de mettre très très vite une émission sur cet équilibre régional, qu'on puisse éplucher de fond en comble et savoir si ça doit encore être d'actualité ou pas. Nous serons ravis de revenir. Maintenant, merci de revenir sur le tribalisme qui nous intéresse. Moi, je vais en profiter pour lire mes messages et puis on fera un dernier tour avant de partir. Bonsoir Rosalie. La problématique... Bon, j'avais déjà lu. La communicatrice du parti au pouvoir veut dédouaner l'État. Or, la responsabilité du choix et de l'implémentation des politiques, lui, il est encore sur le whisky en sachet, des politiques publiques est de la responsabilité du gouvernement. Et donc, seul celui-ci peut décider de mettre un terme à cette prolifération de whisky en sachet. Si on réussit à exiger de tous les citoyens la déclaration de leurs biens, on peut aussi interdire la vente de la production de ces whisky en sachet. D'ailleurs, j'avais une question à vous poser, Madame Pabé, dessus, puisque je vous tiens. Permettez-moi de finir de lire mes messages et je vous reviens. Fadimatou, passons au sachet communément appelé Big Bleu Rouge. Sans oublier d'autres avec des noms me donnant des céphalées cervicales cérébrales, comme tombeau et autres. Des agapes nutritionnelles extrêmement dangereuses que le rassemblement des danseurs et pantouflards a posé des conneries du fait que, une fois ingurgités par des compatriotes qui avec le temps deviennent de véritables zombies au vu des actes dans la société. L'année prochaine, avec les élections présidentielles, les militantrons du grand R dans du pain sardine consommeront en profusion. D'autres n'étant pas du parti du grand R en consommeront pour être obligés, pour être éloignés des enjeux politiques. Où sont les présidentrons des ligues des consommateurs et la Nord pour dénoncer ce poison? Dans les années 70, les fabricants d'odontol et de Kwembe fédéral étaient embastillés par des forces de l'ordre pour que sous l'ère du renouveau, l'on libéralise ce machin. Les cimetières en attendent d'autres avec cette nébuleuse alcoolique.
C'est le fait d'avoir mêlé la tribu aux politiques qui a créé le tribalisme et vivre de rudes batailles entre les communautés. Dans le jeu politique, ce sont les idées qui gouvernent le monde, contrairement aux batailles électorales où vous entendez des propos haineux dans des relents du chassement. Je l'ai vécu dans les années 92 du côté de ma défunte famille où une ethnie a vu ses biens saccagés, y compris des femmes violées. Quelle tristesse, c'est Thomas Massok qui nous écrit. Good evening to studio. When the state says never an Anglophone will never be a president in Cameroon, I am a Baï watching from Kribi. Voilà, un Baï qui nous regarde du côté de Kribi. Bonsoir, est-ce qu'un whisky en bouteille qui coûte 1500 c'est du bon? Non, le whisky en sachet n'a pas de problème. Le fabricant soit bon, soit il faut que ce soit seulement le bon ou rien, car ce whisky en sachet va être vendu en bouteille avec les mêmes compositions. C'est Marcel de Douala qui insiste, oui, ça existe le tribalisme au Cameroun. Rosalie, le tribalisme est une réalité et même qui a été institutionnalisé au-delà des tests qui combattent ce phénomène. Ceci est vérifiable au niveau des nominations dans nos administrations. Suivant que le chef du département ministériel est de telle ou telle tribu, vous verrez qu'il y a un glissement des compétences en faveur des siens. Fadima Toumpabe confond tribalisme et tribalité. L'équilibre régional est une politique de Haïti aux reprises Pabia. C'est Monsieur Zigli. On va sortir. Où est-ce qu'on va? Voilà, aux États-Unis d'Amérique. Bonsoir, Maman Rosalie. C'est l'heure, en effet, sous le règne du président de la République, le tribalisme persiste. Bonne année à toi. C'est Blondel qui nous écrit depuis les États-Unis d'Amérique ce soir. C'est un bonheur de te lire, Blondel. Autre réaction, bonsoir madame et merci pour le débat. Le vrai tribalisme est ce que les anglophones subissent. Voilà votre plateau, aucun anglophone. Quel peuple subissent le tribalisme à tous les niveaux. Langa Ning Pius qui nous écrit. Vous voyez que cette affaire... Ça te touche aussi? C'est quoi? Pour moi, le tribalisme n'a rien à voir. Anglophone n'est pas un tribu au Cameroun. Il faut que ce soit clair pour instruire ceux qui nous regardent. J'aurais souhaité entendre les Barkweri, les Sissi sur les ethnies du Cameroun. Voilà. Anglophone n'est pas une ethnie, francophone n'est pas une ethnie. Donc moi, je ne fais pas ce genre de débat. Madame la journaliste, la chose publique est la chose de l'ensemble des citoyens. C'est l'État qui a créé le commerce des autres. La préfecture doit être partagée équitablement. Je pense que Fadima, tu ne sais pas faire la différence entre les affaires personnelles et les affaires publiques. Ah bon? Donc, pour lui, les hommes d'affaires, c'est leurs affaires personnelles. Alors que l'administration, c'est public. C'est ça. Bonsoir et joyeux Noël, Madame Rosalie. Comment se fait-il que Madame Fadima tout dit que la grâce, les grâces filles tiennent l'économie du pays? Bien sûr. Et si on leur donne encore l'administration, ça sera grave. La question que je voulais lui poser, si je comprends bien, l'administration camerounaise appartient à certaines autres régions. C'est Albert Ngrassou qui nous écrit. Albert Ngrassou, toi-même tu as compris. Autre... Non. Je suis gentil. Donc, je ne dis que les gens gentils. Les gens qui sont trop violents, je fais pour une fois. Bon, on ne va pas m'accuser aussi de tribalisme sur ce coup. Mais bon. Le tribalisme est consubstantiel au régime RDPC, avec un équilibre de grandes familles et non l'équilibre régional. Le RDPC a trouvé un ennemi en chaque Camerounais à cause de cette affaire. C'est Gérard Nga du PCRN qui nous écrit ce soir. Autre réaction. Non, je fuis. Aujourd'hui, je fuis. Ah, il me reste 4 minutes. Voilà, il faut... une minute pour sortir. Oui, docteur Lim. Pourquoi tu cries haut? Les bonnes choses vont vite aussi. Dans tous les cas, ce qu'il faut dire, c'est simplement que le tribalisme est un fléau négatif pour notre pays. Marshall McLuhan, lui, a pu dire que le monde est un village planétaire. Ça veut dire que nous devons aller dans le sens de l'intégration. Si nous optons pour l'intégration au niveau sous-régional, au niveau sous-régional, c'est MAC, Afrique centrale, au niveau régional, Afrique, pourquoi ne pas commencer par l'intégration nationale? Et moi, je propose même au gouvernement d'institutionnaliser par le biais d'une loi une prime au mariage, une prime à l'exogamie.
l'exogamie, qui est le fait d'épouser une personne qui appartient à notre tribu. Je pense que cela pourrait également amener les gens à être ensemble et le discours haineux pourrait connaître une régression substantielle. Mon cher Anissé Noah, juste de votre minute de revoir. Oui, je voulais dire que je pense que le tribalisme peut être éradiqué, non pas avec des slogans que nos gouvernants utilisent, c'est-à-dire le Cameroun est un et indivisible. Je pense que c'est une erreur de le dire parce que, voyez-vous, nous parlions tout à l'heure de tribalité. Je pense que la tribalité qui est, c'est-à-dire propre à chacun d'entre nous, chacun aimerait se sentir, c'est-à-dire propre d'abord à une tribu et s'identifier tel quel. Et c'est-à-dire arriver dans le champ, c'est-à-dire dans le champ social, s'identifier donc au Grand Cameroun. Donc, il est normal que, c'est-à-dire de dire que non, le Cameroun a plus de 250 ethnies et c'est normal donc que chacun se sente normalement dans ce qu'il est primairement et ensuite s'intégrer dans la grande famille Cameroun. Et c'est de cela qu'il est question. Donc, le tribalisme peut être éradiqué si nos gouvernants, autant pour moi, commencent à, c'est-à-dire à montrer la volonté d'éradiquer ce phénomène-là, eux-mêmes en prônant, c'est-à-dire l'exemple, en ne pas instituer c'est-à-dire ce que j'ai appelé tout à l'heure le tribalisme d'État. Monsieur Menguede. Oui, je l'ai dit tantôt, on ne décrète pas l'unité nationale, tout comme on ne décrète pas la paix. Et Anissé Noah disait tout à l'heure que parce qu'on ne décrète pas ces choses-là, il faudrait déjà combattre le tribalisme d'État. Moi, je dirais, pour aller peut-être un peu plus loin, qu'il faut construire le nationalisme. Il faut revenir justement à la construction du nationalisme. L'esprit nationaliste, il faut reconstruire ça. Ça veut dire qu'il faut revenir vers l'esprit qui a guidé Oumniobé et les autres au moment où on avait les luttes pour l'indépendance. Parce qu'aujourd'hui, le Camerounais ne se sent pas Camerounais parce qu'il y a une identité qui nous rassemble tous. On ne peut vraiment pas s'asseoir si nous sommes 5 Camerounais sur ce plateau. On n'a véritablement pas une identité qui nous unit tous en dehors du fait qu'on nous appelle les Camerounais. Or, ça ne veut rien dire ici. À l'intérieur, il n'y a rien. Fadimatou, il y a quelqu'un qui me demande ici bonsoir, pourquoi les Bamouns sont mal vus au Cameroun. Le Cameroun reste uni dans sa diversité culturelle. Dans son slogan. Dans sa diversité, ne me prêtez pas les mots, monsieur. Monsieur Menguede, vous avez parlé sans être interrompu. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous avez du mal? Et je suis d'avis que nous construisions un Cameroun dans cette diversité. Cela fera un tram. Est-ce que cela empêche, malgré ce discours, que quand deux cœurs veulent se retrouver, ils se retrouvent? Mon maman n'est pas bamoise. Je fais partie et il y a tellement de mélange en moi que je me retrouve camerounaise. Donc, ça ne freine à rien, mais il est de bon temps que nous soyons unis dans nos diversités. Nous restons des Camerounais et la haine ne saurait prospérer. Voilà, et on a James Ayukebot qui nous dit good evening, nice topic. Thank you, Mr. Ebot. Eric Bilon, merci, c'est l'heure du bon. Merci d'être connecté encore ce soir. On le sait, hein, nous sommes dans une période très festive au Cameroun. Je le disais avant de partir, de refermer la porte. Je vous ai, Madame Fadimatou Mpabé. J'ai la chance d'avoir l'une des voix les plus autorisées du Centre de formalité et de création des entreprises. J'ai fait le débat sur ce plateau il y a quelques jours. Est-ce qu'on peut avoir la vérité de l'intérieur de ce qui s'y passe? On a eu quelques plaintes des gens qui disent qu'il y a une grosse mafia qui s'est installée de ce côté-là. Au lieu de 100 000 au départ, il y a des gens qui paient 250 000. Et puis il y a des... Vous avez compris? J'en ai été victime. Alors, à votre avis? Tout à fait, Rosalie. C'est vrai que c'est une structure auquel j'appartiens.
Je pense que si je vous dis que là, je suis la voix la plus autorisée, beaucoup diront là-bas que non, elle ne devrait pas parler. Ça, c'est ça aussi la vérité. Vous savez, quand vous faites partir d'un monde où les gens voudraient vous tirer vers le bas et que vous ne voulez pas, ça devient un problème pour eux. Alors, c'est un système que moi j'ai trouvé là-bas, j'y suis depuis 6 ans et je pense que eux-mêmes sauront quoi en dire. Il faudrait qu'ils aient eu leur CELCOM pour venir les représenter. Mais qu'à cela ne tienne, je voudrais dire, le président Paul Biya, lui, il fait déjà tellement d'efforts pour pouvoir alléger la tâche aux citoyens camerounais. Il serait de bon ton que ceux qui sont appelés à mettre en exergue la politique, les politiques telles que édictées par le président, à le faire. C'est vrai qu'il y a les brebis galeuses. C'est vrai, dans toute structure, il y a des gens qui tirent les autres vers le bas, mais ceux qui devraient réglementer cela doivent absolument le faire. Aujourd'hui, je ne saurais parler en tant que quelqu'un qui est extérieur, mais à l'intérieur, plutôt à l'intérieur de l'entreprise, de la structure. Et je pense que il y a des choses à revoir dans cette structure. Il y a des choses à revoir. Il faudrait que la tutelle y prête vraiment un flanc par rapport à cela. Je peux dire que au risque de me tromper, si rien n'est fait, ça va un peu ralentir, comment dire ça, les résultats attendus. Voilà les De toute résultats façon, rien ne sera fait. attendus. Donc j'espère que les voix les plus autorisées pourront faire Vont se quelque chose. pencher sur ce dossier. Ils ne Voilà feront rien. janvier qui arrive. Ils ne Voilà feront rien du janvier. tout. Voilà janvier qui arrive. Je Et crois que vous êtes amoureux, hein, monsieur Menguede, ça se voit dans vos yeux. voilà janvier qui Ce n'est arrive. qu'une bonne chose, Il est l'amour, normal hein. que les choses soient établies et que ceux qui sont reprochés de certaines choses soient tout simplement dégagés. Écarté. Merci beaucoup, Madame Fadima Toumpabé. Je ne pouvais pas vous laisser partir hein, sans fouiner un tout petit peu de ce côté-là. J'ai abordé ce sujet ici. Je n'avais pas eu le bonheur de vous avoir avant. Donc, il était important d'avoir la voix, pour moi, la plus autorisée sur ce plateau. Merci à vous d'avoir été là encore ce soir. Merci à Nissé C'est moi Noah. qui vous remercie. Merci au docteur Lémé. Tu vas encore quitter le sud. Ça, il vient de Brousse. Pour venir à Yaoundé, je te fais un procès en direct. Effectivement. Merci également à Henri-Oscar Menguede, à Merci. et à moi-même, parce que ça sera demain. Oh. Donc, Ça se on va passe où? déguster. Merci, Géraud. Merci à Ledou Avom, qui était en train de réaliser cette émission. Merci également à Junior Rim, qui était également au four et au moulin pour partager sur les réseaux sociaux cette émission et ses étapes avec vous. Merci au top management. J'ai envie de le dire comme habituellement. Alex Nisson, bonsoir. J'ai envie de le dire comme habituellement, la roue tourne. Le journal en anglais s'installe tout de suite sur nos antennes. Une présentation de Ruth Fognon. À demain. Ah non, j'allais dire bon week-end à tous. À lundi.